les thématiques essentielles portées par les écologistes, ou plus exactement les sujets sur lesquels les écologistes sont intervenus, se sont tous avérés justes. Enfin, même les écologistes les plus énervés ne pensaient pas qu'il y avait un truandage massif des moteurs diesel pour essayer de les faire rentrer artificiellement dans les normes. Je pourrais parler du nucléaire, des conséquences des pesticides et des insecticides sur la santé, de l'épidémie des maladies du mode de vie, que sont les maladies chroniques notamment, et les maladies très graves comme le cancer, dont on sait qu'elles sont multifactorielles, mais quand même les causes environnementales sont majeures. Bref, sur tous ces sujets-là, les écologistes ont eu raison. Toutes les crises que l'on vit aujourd'hui, pour moi, ne sont pas des crises politiques. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que la vie politicienne est si médiocre en ce moment. C'est parce que, sur le fond, il y a deux grandes plaques tectoniques qui sont en train de craquer. La crise écologique, en premier lieu, et deuxièmement, l'aggravation des inégalités. C'est pas seulement la pauvreté, c'est qu'on a de plus en plus de gens, de plus en plus pauvres, et quelques-uns de plus en plus riches. Un accaparement de la rente. Et ça, c'est très lié effectivement au système financier. Et ces deux crises-là, qui sont un peu indicibles dans le débat politique général, ou alors de façon un peu peinture verte, comme tu disais, tout le monde, évidemment, on va vous dire, on n'a plus besoin d'écologistes politiques, tout le monde est écolo maintenant. Sauf que moi, ça ne me poserait aucun problème. Franchement, si tout le monde était réellement devenu écologiste, et que la politique qui était menée par n'importe quelle étiquette engageait davantage de justice sociale, de transition énergétique, une alimentation de qualité, le choix de l'emploi dans les exploitations agricoles plutôt que celui de l'extrême rentabilité, tout ça ne me poserait aucun problème, sauf que c'est faux. Et c'est d'ailleurs ce que nous avons vécu. Alors, si je fais la lecture de la députée que je suis et de la secrétaire nationale que je fus, pourquoi, de mon point de vue, il était juste de passer un accord pour essayer de participer aux responsabilités? Parce que j'étais convaincue qu'étant donné cette grave crise que l'on traverse, qui n'est pas une crise conjoncturelle, qui est un moment de mutation, les dirigeants politiques de ce pays seraient obligés d'engager la transition énergétique, notamment, parce qu'il n'y avait pas tellement d'autres choix. Le pari est perdu, c'est la cause de notre départ, mais on peut constater depuis 2 ans que sur l'ensemble des sujets, on a régressé en fait. Et on a régressé parce qu'on manque de courage. Et c'est pour ça que malgré une conviction et un engagement, que ce soit un engagement associatif, mais aussi dans tout un tas d'entreprises. Il y a aujourd'hui tout un secteur économique qui se développe autour de la transition. Quand on dit par exemple qu'une entreprise qui traite de façon autonome ses effluents, donc ses rejets d'eau usagés, elle-même sur son site, avec de la phytoremédiation, c'est-à-dire avec des roseaux, pour dire les choses, elle amortit cet investissement en 5 ans, c'est rentable. Et c'est évidemment la leçon du film Demain. C'est que non seulement on avait raison sur le diagnostic, mais qu'en plus les solutions marchent. Donc c'est très rageant quand on se dit, on a compris ce qui se passe, les solutions existent, pourquoi on ne les met pas en œuvre? On les met pas en œuvre parce qu'il y a beaucoup de clés qui restent tournées dans le mauvais sens. Quand on s'obstine à vouloir que EDF investisse, sans doute en risquant la faillite, dans un EPR structurellement, monstrueusement déficitaire en Grande-Bretagne, on fait n'importe quoi. Mais ça, c'est pas chacun des individus, ce sont des dirigeants politiques. Et aujourd'hui, il y a un refus de prendre en compte l'écologie dans la possibilité de faire bouger la société qui est assez vertigineux. Le Premier ministre a donné une interview de 6 pages, c'est important quand même, dans Libération il y a quelques jours. Il n'y a pas une ligne sur l'écologie. Et moi, le sentiment que ça me laisse, c'est un sentiment de tristesse parce qu'on perd du temps. On perd du temps alors que c'est maintenant qu'il faut agir. Donc, la solution, c'est l'intitulé de cette table ronde, comment on renforce l'écologie? Je pense qu'on la renforce à tous les niveaux. Évidemment, avec tous ceux qui s'investissent localement, faire des monnaies locales, c'est une capacité de résistance au système qui est considérable. Moi, je veux raconter une anecdote. Avec Benoît Hamon, qui était ministre de l'économie sociale et solidaire, nous avons confié une mission à Jean-Philippe Magnin et, j'ai oublié le nom de l'autre personne, ça va me revenir, sur les monnaies locales. Mais il a fallu 8 mois pour obtenir la décision. Parce que toute la forteresse de Bercy était vent debout. J'ai été convoquée chez le Premier ministre qui m'expliquait limite qu'en confiant cette mission, on allait mettre à bas l'euro. C'était vertigineux, hein, c'était une mission. Donc c'était juste un rapport à nous faire pour expliquer ce qui existait, comment le développer, la pertinence, l'utilité. Et il y avait une tétanie totale autour de cette question. Parce que là où tu as vraiment raison, c'est que je crois qu'une des grandes difficultés auxquelles on doit faire face, et d'où pour moi la nécessité de l'engagement politique, c'est que ce système repose sur le court terme. La financiarisation de l'économie, ce qu'on appelle les échanges à très haute fréquence,
En fait, quand on y réfléchit 2 secondes, c'est-à-dire qu'on achète et qu'on vend des actions très très rapidement, parfois en quelques secondes, voire centièmes de seconde. Quel est le système? Le système est qu'il y a des algorithmes qui calculent le moment où il faut acheter, le moment où il faut vendre, plus intelligents que les algorithmes de l'autre banque. Et c'est comme ça qu'on gagne de l'argent. Mais quand on y réfléchit 5 secondes, en fait, c'est juste stupide. C'est-à-dire que ça ne permet pas gagner de l'argent parce qu'on a fait un algorithme qui truand d'un autre algorithme, c'est idiot. Ça n'apporte rien à personne. Ça n'apporte aucun bien-être. Cette finance-là, elle est réellement devenue folle. La logique de l'évasion fiscale est une logique aberrante aussi quand on la tolère. Pourquoi? Parce que on dit souvent Amazon va payer ses impôts ailleurs. C'est le système qui s'est mis en place avec tout un tas de structures et de cascades de sociétés. Sauf qu'en fait, Amazon, s'il n'y a pas de route pour qu'ils puissent livrer, s'il n'y a pas de gens qui mettent les paquets dans votre boîte aux lettres, bah, Amazon, ça n'existe pas. Donc il est absolument légitime que toutes ces entreprises payent des impôts et payent des impôts dans les pays où elles travaillent, de fait. Donc cette lutte contre l'évasion fiscale, elle est vitale. Et ce système qui dysfonctionne, il ne dysfonctionne pas seulement en donnant de l'argent à quelques-uns, il le fait à très court terme, parce que si on y réfléchit, à moyen, long terme, ça ne tient pas debout, ça n'est pas un système robuste. Et donc l'enjeu pour nous, c'est cette question de la durabilité, de la robustesse, de la solidarité, et puis plus largement de penser l'avenir.